Et on va rester comme ça. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour le retard, déjà, on a eu quelques petits soucis techniques qu'on a réglés, en espérant que ça ne revienne pas, normalement tout est bon. Donc je suis très heureux d'inaugurer cette première tentative des films en chantier. On s'est dit que voilà, il y avait toujours un petit truc à créer avec les auteurs-autrices de la région et de mettre aussi en avant et de discuter la manière qu'on a de fabriquer nos films et qu'est-ce qui se fait en ce moment et qu'on puisse échanger autour de nos projets. On en parle souvent autour d'un verre, mais là, parlons-en en salle de cinéma, avec aussi des images, ce qu'on a rarement l'occasion de voir. Pour cette première expérimentation, j'ai demandé à des camarades des alentours de Rennes, parce que c'était quand même beaucoup plus simple, de venir nous présenter les films sur lesquels ils travaillaient en ce moment. Donc on va parler de 3 projets. On a à peu près une demi-heure pour chacun de ces projets. L'idée c'est qu'on en discute entre nous, on vous montre un peu des images aussi, des rushs. Alors on rappellera, c'est vraiment aussi des films qui sont en cours de fabrication, donc vous voyez de la matière assez brute, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été étalonnée, elle n'a pas été mixée, donc des fois les voix c'est plus compliqué d'entendre aussi ce qui se dit. C'est difficile des fois de faire abstraction de toutes ces choses-là pour se dire qu'est-ce que ça peut être après dans un film, mais on vous demandera en tout cas cette bienveillance-là et d'essayer d'imaginer, enfin de se dire que voilà, là on est aussi qu'à des étapes qui sont soit celles de... Enfin on a des projets en plus qui sont à différentes étapes, que ce soit beaucoup de choses ont déjà été tournées, on va commencer à aborder le montage, ou des personnes qui sont encore juste à l'étape du repérage. Donc voilà, je voulais un petit peu introduire là-dessus. Donc là vous êtes au festival Vrai de Vrai à Rennes, qui est porté par Comptoir du Doc. On a retrouvé des films là tout au long du week-end, on va en retrouver encore 2 cet après-midi, toujours gratuits et avec des discussions avec des invités. Je vous invite à regarder le programme si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est 2 films qu'on adore et qu'on a découvert avec le groupe de programmation et qu'on tenait à défendre aussi. Donc ça ce sera pour la suite. Et maintenant moi je vais accueillir Clémence Morinière. Donc Clémence, en plus, c'est un peu, j'ai envie de dire, pas la boucle est bouclée parce qu'on n'en est pas encore là. Non, malheureusement. Mais on s'était déjà retrouvés il y a 2 ans, ici en fait, pour Vrai de Vrai à Rennes. C'était il y a 2 ans avec Madeleine, coaché par Madeleine Leroyer, tout un groupe d'auteurs, d'autrices. S'étaient réunis à Comptoir pour échanger autour de leur projet et déjà autour d'images, de rush. Donc toi, il y a 2 ans, tu avais déjà commencé à tourner ce projet-là, mais tu ne savais pas encore comment l'aborder. Moi, je voulais te demander déjà peut-être de te présenter, toi, avant de présenter le projet, et on va en venir rapidement aussi au projet. Mais... Ouais. Donc moi je suis ingénieure agronome de formation, j'étais ingénieure agronome jusqu'à il y a 2 ans, donc en 2022, et ça faisait 10 ans que je faisais ce métier, donc j'avais ce rêve un peu de cinéma documentaire depuis très longtemps en moi, parce que j'avais fait pas mal de films autoproduits que j'avais tourné avec une petite caméra de mon côté, et je me souviens que pendant mes heures de travail, heureusement mes anciens employeurs sont pas là, je checkais toutes les formations de Tifilm, j'étais déjà adhérente à Comptoir du Doc, je venais voir plein de films documentaires, et du coup j'avais envie de me professionnaliser, donc j'ai quitté mon boulot avec une idée de film documentaire qui finalement n'a pas pu se faire. Et du coup, je me suis retrouvée sans boulot et avec ce rêve de faire un film, mais j'avais pas de sujet. Et du coup, il se trouve que la personne qu'on a recrutée pour me remplacer, c'était le compagnon de Mathilde Dignet, qui est devenu le personnage de mon film. Et donc, en fait, j'ai travaillé pendant 1 mois avec lui, et il nous parlait de sa compagne qui était ouvrière agricole et qui était en campagne pour essayer de devenir députée. Quand j'ai quitté mon boulot, finalement, elle a été élue. Et du coup, ça a mis quelques mois à germer dans ma tête et je me suis dit, une ouvrière agricole qui rentre à l'Assemblée nationale, c'est la première de l'histoire de l'Assemblée nationale à rentrer comme députée. Donc là, il y a peut-être un sujet à faire, quoi. Et du coup, je me suis pointée un jour dans le cabinet de Mathilde, je lui ai présenté mon projet de film, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et elle a dit oui. Et du coup, c'est comme ça que le film a commencé, quoi.
Voilà. Et toi, il y a 2 ans, quand tu arrives avec ces rushs là où tu sais pas trop encore, enfin, tu dis ça, c'est ton premier film. Ouais. Et je pense que c'est comme ça que je voudrais qu'on aborde aussi la discussion d'aujourd'hui avec toi. Voilà, quand t'arrives avec donc cet atelier organisé par l'Arbre avec Comptoir du Doc, t'arrives avec quelles envies, enfin, tu te dis quoi? Bah, je me dis, voilà, moi, je veux juste, j'avais juste comme idée de suivre une députée, mais ça, c'est un sujet, mais ça fait pas un projet de film, quoi. Et du coup, arrive cette proposition de l'Arbre et de Comptoir du Doc qui dit, on fait une séance spéciale, c'est quoi ton histoire, avec des rushs. À partir de rush, moi, j'avais déjà des petites images tournées avec un petit caméscope full HD, voilà. Et donc, en fait, on s'est retrouvés donc 2 jours avec Madeleine, on était 5 ou 6 autres personnes. Et on a parlé de notre projet de film, on a montré des images, et du coup Madeleine nous a aidé en fait à formaliser déjà une première intention de film à partir de ce qu'on voulait raconter. Et en fait moi c'est vraiment comme ça que j'ai commencé l'écriture de mon film, c'est ce mois-là, le mois de février 2023 du coup. Ouais c'est ça, février 2023. Et après j'ai embrayé sur tout le reste du parcours que je vous présenterai peut-être après vous avoir montré les séquences. Tu veux qu'on regarde les séquences? Est-ce que tu as Ouais. un mot à dire avant, Bah, un peu juste sur le projet? Ouais, alors donc le projet, parce que quand même que je vous Comment raconte s'appelle le l'histoire de film? mon film. Donc c'est l'histoire donc de la première ouvrière agricole qui devient députée un peu contre toute attente. Elle pensait pas être élue parce que c'était dans un canton de droite et en plus elle se présentait pour la France Insoumise, donc il y avait très peu de chances qu'elle soit élue. Et puis en fait la NUPES est arrivée, etc. Finalement elle a été élue à 300 voix d'avance sur 43 000 voix exprimées, donc c'était vraiment dans un mouchoir de poche. Et ce qui est intéressant chez Mathilde, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout prédisposé à la politique, puisque déjà elle est ouvrière de milieu et de formation. Et en plus, c'est quelqu'un qui est très réservé, qui n'est pas très à l'aise à l'oral. Et donc, elle ne pensait pas arriver un jour députée. Et donc, moi, l'histoire de mon film, c'est, on va dire, l'empuissancement d'une femme qui devient, en fait, au contexte de la politique, qui prend de la puissance progressivement pour représenter la voix des paysans à l'Assemblée nationale et de l'agriculture paysanne qui, pour elle, est très peu représentée. Et donc, j'ai suivi, en fait, pendant 2 ans, quasiment. On n'a pas complètement fini, mais j'ai tourné la majeure partie du film. Et je l'ai suivi sur la préparation d'une loi d'orientation agricole, qui est une loi qui a lieu tous les 10 ans pour orienter l'agriculture en France. Et je l'ai suivi, en fait, sur son parcours pour essayer de défendre les paysans dans le cadre de cette loi. Et puis, en fait, après, on a eu des rebondissements, la dissolution, finalement sa réélection, voilà. Donc ça, je vous parlerai de tout ça après. Juste du coup, les séquences que je vous présente, j'ai choisi de vous les présenter parce que c'est des séquences qui sont prises à 1 an et demi d'intervalle. Il y a une séquence qui est une séquence vraiment ce qu'on appelle de repérage, que j'ai filmée vraiment caméra au point pendant que j'essayais de faire des images sur elle, qui est la préparation de sa première question au gouvernement. Donc elle se prépare dans le métro à poser cette question. Et l'autre séquence, elle a été tournée 1 an et demi après, avec une équipe, parce qu'à ce moment-là, j'avais un peu de sous pour mon film. Et du coup, elle est tournée à la ferme, quand Mathilde revient comme ouvrière agricole, aider ses parents à faire du jus de pomme, qui était le métier qu'elle exerçait avant de devenir députée. Et du coup, je vous les présente parce que ça montre un petit peu la dualité qu'on aura dans le film, milieu rural, Assemblée nationale. Et puis, on voit une ouvrière et on voit aussi une femme qui est en train de devenir députée. Donc c'est vraiment des éléments de caractérisation du personnage. Et effectivement, vous allez voir que c'est pas mixé au niveau du son, c'est pas non plus étalonné parce qu'on n'a pas de sous pour le film. Donc voilà, soyez indulgents, le film final ne ressemblera pas à ça. Adapte-toi les grands. Combien en quantité de Ah, pommes? il y en a pas beaucoup, il y a 600. 600. Et je vais renvoyer le jus qui reste Ah oui. au fond de la cuve.
Alors c'est pas un bisou, hein. C'est l'amissage. Non, mais le béni, nous. Ah bon? Il y a beaucoup de clients qui demandent, mais il faut souffler ou il faut aspirer? On prend le transport, il est là-bas, là. Ma mère, elle voudrait arrêter à 62. 62, c'est... dans 2 ans, quoi. Puis, je commence à fatiguer un peu. Puis que je trouve le temps de savoir avec qui je vais m'installer. Je désespère pas que mon frère Ils viennent. veuille s'installer avec moi, mais Des fois, il faut aller voir ailleurs. c'est pas... Ouais, voilà, je crois que ça va être plutôt ça. Pour l'instant, il y a des salariés, voilà, ça tient comme ça, mais il y a un moment donné, il faudra quand même s'inquiéter. Pacha! Va t'asseoir là-bas. Allez. Là. Bon courage. Allez. Salut papa. Bon ben, La semaine prochaine. la semaine prochaine. Je sais pas quand. Oui, Mathias. Oui. Je suis dans le métro, j'arrive. Ouais, je suis après Bastien. Ouais, on suit la feuille jaune de près, je cours, je vole. À toutes. Mathias. Il a peur. Oui, t'en es où? Alors, 4 minutes. 5. Allez, 8 minutes. Entre le moment où entre maintenant et le moment où je suis dans l'hémicycle. Allez, 10 minutes. Tu seras là à 16h. Non, 16h, c'est bon. Moi, je préfère prendre large. 16h05 dans l'hémicycle. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Attends, faut que j'apprenne le début par cœur. Après la sécheresse hivernale, Non, estivale, ouais. Après la sécheresse estivale, voilà la sécheresse hivernale. Et ce n'est pas une surprise. C'est une conséquence directe du changement climatique. Après la sécheresse estivale, voilà la sécheresse hivernale. Ce n'est pas une surprise, c'est les conséquences du dérèglement climatique. Il était temps de vous alarmer. Vous comptez mettre en place une cellule interministérielle chargée d'anticiper les risques et mesures à prendre en cas de... Vous comptez mettre en place une cellule interministérielle chargée d'anticiper les risques et mesures à prendre en cas de sécheresse. Madame le Premier ministre, il est déjà trop tard pour anticiper. La sécheresse est encore là. Depuis l'été dernier, les nappes phréatiques ne se sont pas remplies. Nos paysans français sont déjà... nos paysans... Je ne sais pas si je mets français. Nos paysans sont déjà impactés par cette problématique. Les maraîchers vont commencer l'été sans réserve d'eau. Que proposez-vous comme solution pour eux? On peut convenir ensemble
fais pas n'est pas la solution. Ah, celle-là, je la connais par cœur. J'espère que vous avez des meilleures idées que l'été dernier. Ça va. Ça, y en a, ils vont faire. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Mathilde Ignet pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Après la sécheresse estivale, voilà la sécheresse hivernale. Ce n'est pas une surprise, c'est une conséquence directe du changement climatique. Les scientifiques nous alertent depuis longtemps sur la diminution de notre ressource en eau. Le rapport du GIEC indique que plus d'un tiers de la population risque de manquer d'eau à partir de 2 degrés de réchauffement. En agriculture, que proposez-vous pour accompagner les paysans dans l'évolution de leur mode de production ? Pour adapter leurs pratiques, notamment en remplaçant le maïs par des plantes non irrigables? Que proposez-vous pour améliorer le stockage de l'eau dans les sols, au-delà de la seule plantation de haies? Et plus globalement, que proposez-vous pour remédier à la vétusté des canalisations? En Guadeloupe, c'est 50% de l'eau qui est perdue à cause de leur vétusté, un tiers dans certaines agglomérations. La sécheresse ne doit pas être pensée seulement en situation de crise, mais dans sa globalité, afin d'aller aux sources du problème. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Alors, ouais, c'est bon. Trop bien de revoir tout ça aussi, parce que les images que tu montres là à la fin, c'était des images que tu avais montrées au C'est quoi ton histoire? Je sais pas si... en L'Arbre, c'est les autoristes, réalisatrices en Bretagne. On a donné ça comme nom, un petit peu comme ça, droppé. Et qu'organise des ateliers où en fait on se retrouve entre auteurs-autrices pour échanger autour de projets. Et donc là, toi, t'es arrivé avec ces images. Je crois pas, Madeleine, tu les as vues ces images? Non, donc non, c'était encore avant que j'avais montré des images, ou c'est d'autres images encore que j'avais montrées. J'aimerais bien savoir, du coup, sur ces 2 années-là, qu'est-ce qui se passe pour toi à la suite de ça? Du coup, à la suite du premier atelier que j'ai fait avec Madeleine, j'avais donc, je sais pas, j'avais 3 pages d'intention de film. Et la première étape, bon, bah, c'est trouver des financements. C'est le démarrage d'un film, il faut trouver des financements pour pouvoir le faire. Et du coup, avec ces 3 pages, je me dis, bah, je vais écrire un dossier d'aide à l'écriture pour la région Bretagne, qui est un peu le premier financement qu'on peut obtenir pour démarrer. Et donc, je me mets devant mon ordi, je lis des dossiers d'aide à l'écriture, je commence à rédiger, et là, je vois que dans les attentes du dossier d'aide à l'écriture, ça parle d'intention du réalisateur, de regard singulier, de dramaturgie, et en fait, moi, je me dis, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je commence à regarder les définitions sur Wikipédia, et là, je me dis, bah, en fait, je ne peux pas écrire ce dossier, c'est trop compliqué, c'est du chinois pour moi, quoi. Ces dossiers, d'ailleurs, tu les trouves où? On les trouve sur la scénariothèque, par exemple, du CNC. Enfin, il y a pas mal d'endroits où on peut les trouver en ligne. Et en fait, pas en tout cas les scénarios, pas des dossiers qui ont été envoyés pour la région. Non, non, non. On est du coup directement... On est directement au niveau du CNC, mais bon, c'est un peu le même esprit, parce qu'à chaque fois, on doit écrire une note d'intention, une note de réalisation, un synopsis. Bref, du coup, je comprends rien. Concrètement, c'est du chinois, parce que moi, j'ai pas fait d'études de cinéma. Et sur la même page de la région Bretagne, il y avait un petit encart qui parlait des formations. Non, c'était sur la page du CNC de la scénariothèque, qui parlait des formations à l'écriture. Et là, je vois que la date limite pour répondre à une formation à l'écriture à la FEMIS, c'est le soir même. Il était 16h et il y avait les candidatures jusqu'à minuit, quoi. Mais bon, comme je fais tout en dernière minute en général, ça ne me fait pas peur. Du coup, je me dis, je vais tenter ma chance parce que là, je suis incapable d'écrire un dossier. Je n'aurai jamais cette aide, je ne sais pas quoi mettre dedans, quoi. Donc, j'ai postulé à cette formation à l'écriture documentaire à la FEMIS. J'ai été prise, du coup, avec mon projet, ce projet-là. Et du coup, j'ai passé 4 semaines en alternance sur 4 mois d'écriture, d'accompagnement à l'écriture à la FEMIS à Paris. On était 12 avec nos projets. Et là, le but de cette formation, c'était d'aboutir à un dossier qu'on pouvait présenter à un producteur. Il se trouve qu'entre-temps, j'avais déjà démarché des producteurs parce que la particularité de mon film, il y a des films documentaires, on peut attendre d'avoir les financements avant de tourner. Moi, mon film, vraiment mon intention, c'était de montrer les démarrages de quelqu'un qui arrive en politique, qui n'est pas fait pour à la base, et qu'est-ce qui va se passer pour elle. Donc il fallait que je tourne dès le début. Et du coup, il fallait que j'aille tourner. Donc, je ne pouvais pas trop attendre. Et du coup, j'avais déjà démarché des producteurs. Et j'avais eu il y a un producteur qui a accepté de me suivre, à l'époque Blue Hour Film à Rennes,
qui avait décidé de m'accompagner. Et donc, je crois que c'est 2-3 mois après l'atelier avec l'arbre que j'ai signé un contrat avec Blue Hour et que j'ai été accompagnée par un producteur. Ce que je trouve assez génial, c'est qu'en fait, vous avez aussi deux parcours qui peuvent se mettre en miroir aussi. Avec Mathilde. Avec Mathilde. Ouais, Parce qu'elle, elle démarre et elle est balbutiante aussi sur sa manière, on le voit, d'aborder même le fait de prendre la parole. Tout ça, on voit que c'est déjà... Enfin, on ne perçoit pas différemment. J'ai pas vu bien le premier extrait parce que... Mais ça se concentre pas là-dessus, mais je sais que dans ton dossier, tu parles aussi de ces moments où elle apprend. Et ça, du coup, toi, tu te dis que ça va être un enjeu aussi pour toi. Enfin, comment... Parce que là, on voit aussi deux manières de filmer différentes. On sent que ça va évoluer aussi au cours du film. Enfin, comment... Est-ce que toi, tu le penses ça déjà ou pas? Bah oui, de toute façon, chronologiquement, entre le début, qui est un peu ce que vous avez vu dans le métro, où je me cherche un peu, je sais pas très bien cadrer. Très honnêtement, les réglages, tout est en automatique parce que je sais pas trop filmer. Je viens d'acheter une caméra parce que je me rends compte que ma caméra à clapet, la Full HD, ça va pas le faire. Et du coup, j'ai un GH5 parce qu'on m'a dit d'acheter un GH5, mais je sais pas trop m'en servir. Mais donc, du coup, il y a un peu un truc de geste un peu spontané. Et au fur et à mesure, j'ai fait des formations et tout ça. Mais quand même, la séquence qui est tournée à la fin, c'est une chef opératrice qui est là et qui tourne avec une caméra, une FX6, qui est une caméra un peu plus dure à maîtriser. Mais voilà. Et du coup, en fait, dans l'histoire des financements de mon film, j'ai eu 4 ou 5 jours payés avec équipe. Et donc tout le reste, je crois que là j'en suis à 50 jours de tournage. Bon, il y a plein de jours qui ne vont pas être utilisés, mais tout le reste, je les ai filmés moi-même, parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il n'y avait pas de sous pour avoir une équipe. Et donc il y aura coexistence de ces images-là dans mon film, des images tournées avec une équipe, des images pendant la dissolution où il y a des copines de Eskem qui sont venues m'aider sur des demi-journées. Donc en fait, il y aura coexistence de plein d'images différentes qui ont été filmées avec des caméras différentes, avec une équipe différente. Alors, quand on apprend le b.a.-ba du documentaire, on nous dit oui, c'est bien d'avoir toujours la même équipe, de ne pas multiplier les caméras, machin. Bon, en fait, moi, j'ai fait tout l'inverse parce que j'ai fait avec ce que je pouvais comme moyen, quoi. Et donc tu parles d'avoir déjà un premier pas. J'imagine pour toi en plus c'est déjà un gros truc quoi. Tu as une production qui est intéressée aussi par le projet et tu te dis du coup ça va rouler. Oui, je suis déjà très contente qu'un producteur s'intéresse à mon film parce que j'ai quand même envoyé mon dossier à une dizaine de boîtes de prod et il n'y en a qu'un qui m'a répondu. Donc il m'a répondu positivement et j'ai reçu, je crois, 2 réponses négatives au bout de 4 ou 6 mois après. Donc, faut pas être pressé, mais du coup, heureusement, lui, il a été très réactif. Et du coup, dès qu'on a été avec lui, on a tout de suite embrayé sur les étapes de financement suivantes, qui étaient l'aide au développement. On a tout de suite été sur l'aide au développement de la région Bretagne. Pas d'aide à l'écriture, parce que l'enjeu, c'était d'avoir des moyens pour filmer. Et l'aide à l'écriture, c'est des aides pour l'auteur. L'aide au développement, c'est des aides pour le producteur qui peut payer du coup une équipe et du tournage. Normalement, on ne paye pas de tournage avec l'aide au développement. On paye le développement du film, c'est-à-dire des essais, on retravaille l'écriture et tout ça. Mais nous, comme l'enjeu c'était de tourner au plus vite, on a utilisé un peu d'argent comme ça pour commencer à tourner, quoi, en tout cas. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a plein d'aides différentes qu'on peut saisir, mais au niveau de la région, on va avoir l'aide à l'écriture, effectivement, que l'autrice peut demander, toute seule. D'ailleurs, il vaut mieux pas avoir de production, ni le dire, en fait, qu'on a de production, parce que c'est l'idée vraiment d'aider vraiment à la fabrication de ce projet. Ensuite, l'aide au développement. L'aide à la production renforcée peut-être dans certains cas, mais peut-être pas en région. Non. Et donc il y a aussi les aides un peu d'une même manière. C'est toujours un peu cet ordre-là, que ce soit avec le CNC, donc le Centre National de la Cinématographie. Et puis il y a d'autres aides qu'on peut avoir, et des aides qui existent aussi sur certains dispositifs. Il y a des aides au repérage, donc des étapes encore avant. Voilà. Et c'est tout un truc où en plus quand on est à l'extérieur de ça... c'est un peu difficile à aborder. C'est super difficile, mais c'est pour ça que là encore j'insiste sur l'intérêt de l'Arbre, qui est l'asso des auteurs et réalisateurs, et Comptoir du Doc, qui avait organisé ce fameux premier atelier. Parce que non seulement on était aidé sur l'écriture, mais comme Madeleine est réalisatrice professionnelle, on pouvait lui poser toutes nos questions de en fait, quand on commence un film, par où on prend le truc, qui on va voir, comment on fait pour trouver un producteur. Et ça, elle était là pour répondre à nos questions, et c'était précieux, parce que quand tu démarres, t'es vraiment perdu dans la jungle, quoi. Et donc, du coup, l'étape d'après, une fois que j'ai eu qu'on est parti avec le producteur, en fait, il a vu que je partais de très loin en écriture, et du coup, il a eu la bonne idée de payer une script doctor. Donc, script doctor, c'est consultante en scénario.
Et en fait, il a avancé de l'argent pour me payer un accompagnement à l'écriture. Parce que la Fémis, en fait, je me suis rendu compte que c'était très bien, mais c'était vraiment une initiation à l'écriture. Et c'était pas suffisant pour écrire un vrai dossier de film abouti. Et On n'est donc, pas sur la formation de la Fémis, on est sur une des différentes formations aussi proposées par la Fémis sur des cycles assez courts. Là, c'est quoi? ouais, c'était quand même 4 semaines réparties Oui, sur 4 mois. On n'est mais pas sur c'est la court, quoi. formation de plusieurs années. Non, non, on n'est pas sur une formation longue. Voilà. Et du coup, j'ai eu un accompagnement par une script doctor pendant 5 séances, qui était payée par la production, et qui m'a permis du coup de déposer mon dossier écrit de film à Brouillon d'un rêve, qui est une bourse d'écriture de la SCAM que j'ai eue du coup en juin 2023. Donc ça, c'est la première aide que tu C'est la reçois. première aide que j'ai eue, qui était pour moi du coup en tant qu'autrice, qui Une aide m'a à l'écriture, quoi. une aide à l'écriture qui vient aider à continuer le travail, parce que pendant tout ce temps-là, en fait, on n'est pas payé, donc c'est bien d'avoir aussi des aides. Voilà, et donc une fois que j'ai eu Brouillon d'un rêve, là on s'est dit avec mon producteur, là c'est bon, on peut aller essayer de trouver des diffuseurs, parce qu'on a un petit sésame quand même, ça met un petit label sur le film, et donc là on a été essayer de trouver des diffuseurs, qui est quand même un peu une étape clé dans la production d'un film. Une fois qu'on a le diffuseur, il y a plein de trucs qui se déroulent, et on peut lancer la production. Et c'est là que ça devient compliqué pour moi, c'est que on l'a d'abord présenté au COM, qui est le comité des 3 chaînes régionales bretonnes, donc TBO, TVRN et France 3 Bretagne. Et là, le COM refuse le projet en disant nous, on ne prend pas de portrait politique, surtout sur une seule couleur politique pendant 52 minutes ou plus. C'est pas possible parce que les règles de l'ARCOM font qu'on doit avoir une pluralité de paroles politiques. Et ces temps de parole politique, il faut savoir que c'est pas comptabilisé seulement en temps de campagne, c'est tout le temps comptabilisé. Et du coup, les groupes, les temps de parole sont relatifs à la position des groupes à l'Assemblée. Donc LFI étant un groupe minoritaire, ils ont un temps de parole minoritaire. Donc si je propose 52 minutes sur LFI, ensuite ils doivent rattraper avec tout le reste des couleurs politiques. Donc il y a plein de chaînes, notamment France Télé, qui a pris le parti de dire on fait plus de portraits politiques. Donc du coup, mon film a été boulé. Et la deuxième difficulté pour moi, du coup, mon producteur qui a ce premier refus me dit écoute, on va pas pouvoir continuer ensemble. Ton film, il va être trop dur à produire, donc là, il me lâche. Donc j'avais pourtant un contrat, mais ils rompt le contrat en disant en fait, c'est plus possible. Et du coup, ça a été très dur pour moi parce qu'il me lâche en janvier 2024. Et janvier 2024, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la crise agricole. Donc c'était le moment où les agriculteurs sont sortis sur les ronds-points, où on parlait que de ça. Du coup, c'était le moment un peu clé de mon film. Et là, je me retrouve sans producteur, en plein mois de janvier, avec plein de trucs qui se passaient à Paris. Du coup, moi, j'étais toute seule à nouveau. Je devais en même temps rechercher un prod, parce que je me rendais compte que l'actualité avançait et que si j'avais pas de producteur, je pouvais pas avoir d'équipe pour m'aider à tourner. Donc là, ça a été super dur à ce moment-là. Et en fait, en même temps, je pense que l'actualité m'a aidée, parce que je me suis dit, si je lâche maintenant, là, il y a tout le film qui est en train de se dérouler. Mathilde, elle est en train de prendre de l'ampleur, parce que finalement, elle venait de faire le buzz médiatiquement. Elle commençait à être invitée sur des plateaux et tout ça. Et du coup, je me suis dit, je peux pas lâcher maintenant, parce que c'est là que tout se passe. Et du coup, je suis partie à la pêche aux producteurs. Et ça a été un sacré taf, parce que j'en ai rencontré 8, je crois, ce qui était déjà très bien. Grâce au label Brouillon d'un rêve, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et sur les 8, il y en a un seul qui a accepté de me suivre. Tous les autres m'ont dit, ah ouais, non, si les chaînes régionales t'ont dit non, ça va être trop galère, on va pas y arriver. Et il y en a un qui était plus engagé que les autres et qui m'a dit, ok, moi je vais te suivre, on y va, quoi. Et te suivre là, du coup, en disant qu'il t'apporte aussi des financements Non, propres, ou le pas pauvre, il a dû commencer en négatif parce que le premier producteur a demandé des droits sur le film et du coup, il a demandé 5 000 €, ce qui est quand même énorme par rapport à la fragilité économique de mon projet. Et c'est pour ça aussi que les 7 autres producteurs, je pense, ont dit non, parce qu'ils se sont dit déjà, c'est un film super dur à produire, on ne sait pas si on va pouvoir le diffuser, on ne va pas avoir d'argent probablement dessus, et en plus, on me demande 5 000 € pour acheter les droits. Donc ça en a vraiment décontenancé plus d'un. Et du coup, lui, il a accepté de négocier avec le premier producteur, à sortir un peu d'argent. Enfin bref, il a revu les modalités de calendrier en disant je vais avancer que 2000 et je donnerai 3000 si le film sort. Et du coup, j'ai signé avec ce nouveau producteur 2 mois après, donc en février-mars 2024, du coup. Et puis là, du coup, on a recommencé le parcours d'aide. Et entre-temps, quand même, on a eu une bonne nouvelle, c'est que j'avais déposé mon dossier à l'aide à l'écriture du CNC, et j'avais été refusée, mais il m'avait autorisé à redéposer.
en me disant il y a encore des choses à travailler sur l'écriture. Si vous obtenez, enfin si vous arrivez à retravailler votre dossier, peut-être qu'on pourra vous aider. Du coup, j'ai retravaillé le dossier et du coup, on a eu l'aide à l'écriture du CNC qui a débouché derrière sur l'aide au développement du CNC et qui a permis de me payer, moi, en tant que réalisatrice, et à faire une première année d'intermittence, ce qui m'a dégagé du temps pour continuer à tourner, en fait. Donc ça, c'est aussi parce que tu as une prod. Est-ce qu'à un moment, Ouais, vraiment le parcours du combattant. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de dire sur ce film, c'est que à la fois, ça a été quand même, si je regarde tous les projets que j'ai fait dans ma vie, je pense que c'est vraiment le projet le plus dur. Il y a vraiment des moments où j'ai vraiment souffert, je n'ai pas honte de le dire, ça a été vraiment très dur à plein de moments. Déjà parce qu'on est tout seul, on est à faire 4 métiers ou 5 métiers en même temps, parce que j'avais personne pour m'aider, donc je faisais le son, l'image, la réalisation, l'écriture, sachant que je connaissais aucun des 4 métiers. En plus, avec une nana qui est députée, donc dans des environnements, l'Assemblée nationale, où c'est quand même pas simple, où il y a plein de journalistes autour de nous, où les autorisations de l'Assemblée, il fallait que je me démarre toute seule, parce que j'avais pas de producteur pour m'aider. Et en plus, j'avais un accompagnement à l'écriture qui était hyper bien, mais qui était avec une réalisatrice qui était vraiment assez dure, quoi. Et j'ai vraiment fait des séances d'écriture, je finissais en larmes parce que je me rendais compte que je comprenais rien, quoi. À ce qu'elle me disait, c'était du chinois, et je me disais, mais je vais jamais y arriver, quoi. Et en même temps, je pense que du coup, le fait de m'accrocher au sujet et de me dire, bah ouais, mais en fait, ce sujet-là, il mérite vraiment d'être raconté, je me suis accrochée et j'ai continué, quoi. Mais du coup, c'est un peu le message que je veux dire aussi, c'est que c'est un sacré marathon de sortir un film documentaire, surtout sur des sujets engagés où les diffuseurs sont frileux. Mais en même temps, en fait, c'est avec la ténacité aussi que après on se dit, bah ouais, mais il faut qu'ils existent ces films-là. Si on n'a pas de diffuseur, bah tant pis, on trouvera d'autres moyens de diffusion et il faut rien lâcher. Moi, c'est les conseils qu'on m'a donnés au début, en fait, c'est de dire la seule qualité qui te permettra de sortir ton film, c'est la ténacité. Et au bout de 2 ans, je me rends compte qu'effectivement, en fait, c'est ça qu'il faut toujours avoir, sinon les films ne se font pas, quoi. Et du coup, aujourd'hui, je me demande comment tu aborderais la fabrication d'un nouveau film. Est-ce que tu dis bah, je vais arrêter, enfin, un film similaire en fait, aussi Ouais. sur une question politique et tout. Est-ce que je sors de ces canaux de diffusion, je m'écarte de ça, quitte à perdre aussi peut-être en nombre de spectateurs, en audimat, voilà, comment tu aborderais les choses à nouveau? Est-ce que tu dis tu vas te débrouiller par toi-même? Bah, en tout cas, pendant toute la fabrication du film, c'est ce que je disais avec Solène tout à l'heure, moi j'ai eu quand même assez peu de plaisir parce que j'étais tout le temps dans la tension. Mathilde, c'est un personnage, comme vous l'avez vu, qui est très réservé, qui est très timide, et du coup, le rapport à la caméra, c'était pas toujours facile pour elle, ni pour moi, parce que je savais jamais si j'étais à la bonne place, j'avais toujours l'impression de la déranger, enfin, c'était compliqué. Et je me suis dit, pendant presque tout le processus, jamais je refais un film, quoi. C'est trop dur, pourquoi on s'inflige ça? Enfin, vraiment, je me suis dit ça vraiment tout le long. Et là, maintenant que j'arrive un peu au bout, je me dis, bah, en même temps, j'ai mis tellement d'énergie, d'argent, de temps dans ma formation, le fait de me former en tant que réalisatrice, que ce serait con, en fait, de m'arrêter là et d'avoir autant souffert pour pas juste un peu faire bénéficier les fruits du travail, quoi. Donc là, j'ai envie de refaire un film. Et en fait, je crois que j'ai envie aujourd'hui de peut-être faire un film qui soit un peu moins compliqué à faire au sens diffuseur, quoi. Parce que en fait, pas trouver de diffuseur, mine de rien, ça veut dire aussi être dans la précarité, pas forcément trouver d'argent facilement, du coup pas vivre de notre métier. Enfin, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais en fait, en même temps, des films faciles à diffuser aujourd'hui, je crois qu'il va. Enfin, de toute façon, ça devient compliqué pour le documentaire. Donc, en tout cas, je ne referai pas de film politique tout de suite, ou plus du tout, peut-être. Mais en tout cas, ça m'a pas coupé l'envie de faire des films, et au contraire, quoi. Bravo. Merci. Si vous avez des questions, je pense, parce qu'on a pris un peu de retard au départ, donc on peut en prendre 2, 3. Enfin, 1 ou 2, ouais, plutôt. Aujourd'hui, comment tu fais pour le montage? Ouais. Alors, donc où on en est aujourd'hui, c'est une bonne question. On n'a pas du tout d'argent encore pour le montage puisqu'on n'a pas de diffuseur. Donc là, on a déposé un dossier avec mon producteur à l'aide à la production à la région Bretagne. Et en fait, normalement, il faut avoir un diffuseur pour cette étape-là. Mais on va dire, heureusement, on est en région Bretagne. Et en région Bretagne, on peut quand même déposer à l'aide à la production sans diffuseur. Et donc, on croise les doigts pour que la région nous octroie cette aide, qui est quand même une aide de 30 000 €. Si on a cette aide, on va pouvoir passer à l'étape du montage.
tout en faisant un financement participatif parce que les règles de production des films font qu'on est obligé d'avoir un équilibre argent public, argent privé. Et nous, là, on n'a que de l'argent public sur notre film. En tout et pour tout, pour ce film, sur 2 ans, on a touché 26 000 euros, ce qui est vraiment très peu. On a eu 15 000 du CNC et 11 000 de la région Bretagne. Et du coup, si on a les 30 000 de l'aide à la production, là, on va pouvoir payer un monteur, faire l'étalonnage, faire le mixage, et on complétera par un financement participatif pour avoir un peu plus de moyens, quoi. Voilà. Et donc on attend les conclusions de la commission de la région Bretagne pour le mois de juin. Voilà. Donc c'est du temps très long, quoi. Ouais, on croise les doigts. Et en fait, le financement participatif, moi je voulais pas en faire au départ parce qu'on a toujours envie que ce soit plutôt les canaux officiels et pas aller pomper l'argent de nos copains, entre guillemets. Mais en même temps, là, il y a un truc où on va essayer de... Enfin, il faut pallier au fait que le service public ne veuille pas s'engager sur des portraits de politiques qui ne sont pas des portraits de politiques habituels. Et du coup, il y a un truc de se dire, bah, en fait, si les pouvoirs publics font pas ce travail, bah, il faut que ce soit peut-être des films qui soient portés plutôt par les citoyens. Et j'ose espérer que les 33 000 électeurs de Mathilde, plus le réseau de militants, plus voilà, les gens qui aiment bien le cinéma, puissent abonder. Voilà, je pense que si on lève 15 ou 20 000 euros, et si on a l'aide à la production en plus de la région, ça suffira pour sortir le film. Si on n'a pas l'aide à la production en juin, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, moi, mon combat, ça va être de garder mon producteur, parce que je pense que si on n'a pas l'aide, c'est possible qu'il me dise qu'il ne peut pas m'aider à produire ce film, quoi. Il aura fait tout ce qu'il pouvait, quoi. Donc on croise les doigts. C'est lancé, la demande d'aide, elle est lancée. Oui, c'est en étude à la région, et ils vont étudier le dossier en juin, quoi. Une autre question. Moi, je me demande encore après, est-ce que tu anticipes dès à présent la question de la diffusion, en sachant que même si effectivement tu finis par avoir un diffuseur qui s'intéresse au projet, parce qu'on en a vu même à vrai de vrai des films qui au départ, personne n'en veut, une fois le film fini, tout le monde, ça finit par avoir les aides alors que le film est fini, quoi. Ouais, bah non, en fait, j'ai pas trop d'idées de comment il va pouvoir diffuser. J'imagine en festival. Ouais. J'aimerais bien qu'il circule aussi en ligne, parce que je me dis qu'en festival, il y a quand même beaucoup de gens qui sont déjà un peu convaincus politiquement et tout ça. Moi, j'aimerais bien que ce film serve à redonner foi en la politique au sens noble du terme. Pas la politique politicienne, mais l'engagement pour une cause, en fait, qui est vraiment incarnée par Mathilde, parce qu'elle n'a pas d'objectif carriériste derrière, elle veut reprendre la ferme. Elle y va pour défendre une parole. Et j'aimerais bien que ce film soit vu par des gens qui sont éloignés de la politique. Et je pense quand même que les gens qui viennent en festival de films documentaires ne sont pas des gens éloignés de la politique. Et donc j'aimerais bien qu'il soit diffusé en ligne, voilà. Mais après, moi, j'y connais pas grand-chose en diffusion, donc c'est pour ça que j'espère aussi que mon producteur va pas me lâcher, parce que ce sera aussi son job de permettre à ce que ce film soit vu, quoi. Et toi, de le faire circuler après, c'est quelque chose que tu as envie aussi ou... Oui, moi-même, tu veux dire? Ouais, bah, si j'ai pas de producteur, honnêtement, je sais pas si j'aurai l'énergie toute seule avec mes petits bras, et puis j'ai pas de réseau, enfin, c'est un travail colossal, quoi. Et c'est un métier aussi, c'est pas le mien, donc c'est pour ça que j'espère vraiment que mon producteur va rester avec moi pour m'aider à faire ce travail-là, quoi. Bien sûr, j'aurais envie qu'il soit vu, s'il sort et que j'ai plus de producteur, bah, j'aurais envie de le faire tourner, mais après, je sais pas quels seront mes moyens pour réussir à faire ça, quoi. Ouais. Et puis en fait aussi, il faut que je vive, donc il faut que je fasse mon métier aussi à côté. Parce que tu continues à côté d'avoir... Ouais, bah en fait c'est compliqué, mais ça, il faut en parler aussi, parce que en fait, pour faire des films, il faut pouvoir en vivre, sinon en fait on prend des métiers, on n'a plus le temps de faire nos films. Et là, l'année dernière, j'ai fait une intermittence parce que j'ai eu 33 cachets avec mon film. Cette année, j'ai 0 cachet avec mon film. Donc je passe d'une année d'intermittence à une année avec rien pour mon film. Et du coup, bah, heureusement, je fais de la musique à côté, donc en fait, j'ai des cachets un peu en musique. Mais là, je sais pas comment je vais boucler mon année d'intermittence. Il me manque encore 10 cachets à faire en 2 mois. Donc c'est aussi un enjeu, quoi, de savoir comment on vit de nos métiers. Voilà. Tu parlais d'Escam Film, toi tu en fais partie aussi, Ouais. tu peux peut-être un peu expliquer Ouais, ce que c'est, bien ça sûr. fera une transition. Une transition avec Solène qui fait aussi partie d'Escam. Escam Film, c'est une coopérative, on n'est pas encore en statut coopératif, on est en association, une association de personnes qui travaillent dans l'audiovisuel, donc pas mal de femmes, et donc le but c'était de mutualiser les compétences. Je parle sous la direction de Marion qui serait bien plus à même de parler de ça parce que c'est une des fondatrices de Escam. Et donc en gros on regroupe nos compétences dans l'audiovisuel, donc il y a des chefs opératrices, des monteuses, des ingé-sons, des réalisatrices, des autrices. Et du coup, le but, c'est de se fédérer pour être plus forte aussi sur le paysage audiovisuel et de répondre à des appels à projets, de faire des projets de films ensemble. Et du coup, bah, en fait, ça fait combien de temps que ça existe, Marion Escam ?
Ouais, ça fait 3 ans, donc c'est quand même encore assez jeune, mais on est une vingtaine maintenant, membres de la coopérative. Et c'est génial parce que c'est vraiment, il y a beaucoup d'entraide. Et bah, voilà, par exemple, s'il y a des tournages à faire en commun, bah, en fait, il y a des filles qui ont capté, qui ont obtenu des appels à projets, elles disent bah, qui veut bosser sur ce projet-là. Donc en fait, c'est vraiment de la mutualisation parce qu'on est dans des métiers quand même où sinon on est quand même relativement isolé. Et ça, moi aussi, un truc que je veux dire, c'est que dans mon parcours, je me suis très vite entourée parce que je me suis rendu compte que toute seule, j'arriverai à rien. Et je trouve quand même qu'on a vachement de chance à Rennes, notamment, et en région Bretagne, d'avoir un nombre de collectifs entre l'Arbre, Esquem, Comptoir du Doc, avec vachement de solidarité et d'entraide. Et c'est vraiment précieux. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à ceux qui veulent commencer des projets de films, c'est de s'entourer, quoi, de rentrer dans les assos, de s'investir, de faire des ateliers ensemble et tout, parce que sans ça, je pense qu'on n'arrive pas au bout, quoi. C'est hyper important de s'entourer. Et Esquem, pour ça, c'est vraiment un super outil, quoi. Transition avec Solène. Merci beaucoup, Clémence. Alors là, nous, on va aborder les choses un petit peu différemment avec Solène Barbosa, qui fait aussi partie de l'Arbre, aussi au CA de l'Arbre. On a quand même des cohérences là entre tout, de Comptoir du Doc et de Escam. Tu coches un peu toutes les cases. Aurélien, on va avoir besoin de ton code. Alors toi, tu peux peut-être nous dire un petit peu plus où tu en es sur ton projet, à quelles étapes. Là, on a vu Clémence qui, qui a quand même pas mal avancé, déjà même en termes de tournage. On sent que c'est quelque chose qui a eu le temps de mûrir, de passer par plein d'étapes. Toi, t'en es où en fait et le nom de ton projet. Oui, donc le projet s'appelle Apprendre soin. C'est un projet qui est en cours d'écriture, donc je suis encore en écriture, et c'est un projet sur lequel je suis accompagnée avec la plateforme des auteurs, Parcours d'auteurs, de la plateforme de Nantes, qui a commencé en janvier et qui se termine en juin. Donc la plateforme, c'est un peu l'équivalent de Film en Bretagne en Pays de la Loire. Oh, c'est ça. Et le parcours d'auteur, à pas confondre avec le parcours d'auteur du CNC, c'est une formation avec... toi, tu as en fait, on les a... droits AVNAS. Oui, voilà, oui, c'est ça. Et en fait, on est accompagné sur... donc de janvier à juin avec plusieurs sessions de temps d'écriture. Et en juin, on présente nos projets devant des prods et puis des chaînes locales. Et on a, donc il y a 6 projets en documentaire, 6 projets en fiction, et on a un tuteur et une tutrice qui nous accompagnent sur nos projets. Okay. Donc là, moi, en gros, je suis au milieu de ce parcours, et c'est un projet que j'ai commencé déjà à écrire avant. Et en fait, au niveau du projet, là, je suis en écriture, mais j'ai commencé du repérage filmé. Okay. Et donc là, ce que je vais montrer dans les images, c'est issu de ce repérage-là. Et du coup, j'explique un peu le projet. Peut-être Apprendre soin, c'est un projet du coup de film où j'ai envie de porter un regard du coup sur la notion de soin et de questionner un peu sur comment on prend soin aujourd'hui dans notre société. Donc en fait, c'est une thématique qui traverse pas mal de mes autres projets, mais sur ce film-là, ça s'est vraiment concrétisé avec la rencontre du coup avec Pascal Landrèche. Peut-être avant de parler d'elle, tu dis effectivement ça s'intègre dans ton parcours. Tu peux peut-être revenir un petit peu aussi sur, te présenter aussi et ton travail et toutes tes étapes de vie avant, parce que je crois qu'on est toutes et tous à avoir eu d'autres vies avant. Oui, alors je vais faire rapidement, mais du coup moi à la base je viens du milieu de la danse, donc et ensuite j'ai fait des études en anthropologie. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Oui, ça marche. Là, c'est mieux. Ah, oui. Et du coup, j'ai fait des études ensuite en anthropologie et j'ai fait mon premier film au sein d'un hôpital psychiatrique en Inde. Ah oui, voilà. Et donc j'ai travaillé pour des assos, des ONG, etc. Et donc l'envie de filmer à la base, ça s'est plutôt fait. Mes premiers films, je les ai fait à l'époque où j'étais danseuse et du coup, je faisais de la vidéo-danse. Et puis, c'est resté et en fait... j'ai travaillé du coup en Inde et où j'ai fait un premier court-métrage au sein d'un hôpital psychiatrique donc, qui questionnait déjà des questions du soin sur des ateliers de danse qui étaient menés au sein d'un hôpital psychiatrique à Bombay. Donc c'était un court-métrage, j'ai fait ça un peu avec les moyens du bord, un peu et en fait le court-métrage il est stylé, mais en tout cas ça m'a donné le goût par la suite de vouloir continuer à faire des films. Et donc à cette époque-là j'habitais à Paris, je travaillais pour ensuite je passe des étapes, mais j'étais à Paris, je travaillais pour une association et j'ai fait un peu comme Clémence, je me suis dit non, il faut que je fasse j'ai envie de faire des films,
je vais essayer de me former. Et donc j'ai fait les ateliers Varan à Paris. Donc j'ai arrêté mon travail. Voilà. J'ai fait les ateliers Varan et donc c'est une formation courte de 12 semaines où on réalise un film. Donc j'ai fait un film dans le quartier indien de Paris. Et bah pareil, en fait, le goût était toujours là, donc j'ai continué. J'ai plutôt fait ensuite des courts-métrages pour des associations au sein d'un squat sur la vie de réfugiés au sein d'un squat à Paris. Enfin voilà, plusieurs courts-métrages essentiellement. Donc autant documentaire que fiction ou enfin que documentaire? Que documentaire. Et en parallèle, j'ai commencé à écrire de la fiction. Ce que je continue à faire. Et pareil, il y a plus récemment, je me suis reformée sur une année d'un master scénario à Nanterre. Et donc là, entre-temps, je suis revenue à Rennes, je suis repartie à Paris, je suis revenue à Rennes. Enfin, voilà, je vais peut-être pas faire toutes les étapes, mais voilà. Et ensuite, les questions en fait du soin, pour revenir à ça, c'est déjà quand j'étais étudiante en anthropologie, je m'étais intéressée aux questions soignants-soignés, des rapports soignants-soignés à l'hôpital. Et donc plus précisément, à cette époque-là, c'était un soin palliatif. Et c'était venu notamment de... Du coup, j'ai travaillé un été à l'hôpital parce que ma mère est infirmière, donc j'ai entendu souvent parler de l'hôpital public, des conditions à l'hôpital public, enfin en tout cas qui se sont dégradées ces dernières années. Et effectivement, l'expérience de 3 mois à l'hôpital, je travaillais en oncologie, j'étais censée faire le ménage, mais en fait, bon, par les manques de personnel et la période estivale, etc., je me suis retrouvée à à accompagner les aides-soignantes et à faire les toilettes, etc. Et j'étais assez surprise de voir le manque de paroles, de manque d'explications pour les patients qui, en fait, on était dans des services où les gens allaient de plus en plus mal. Moi, j'avais pas non plus ça en tête. Pour moi, à l'hôpital, on va mieux. Et puis, en fait, il y a des services où, pas tout le monde, mais il y en a certains qui vont pas de mieux en mieux. Et il y avait vraiment une sorte de paroles non dites ou de choses qui sont dites mais qui sont pas vraiment compréhensibles. Et du coup, c'était souvent compris par les corps, en fait, qui se dégradent, en fait. Et donc, les gens comprenaient aussi leur situation par le corps lui-même qui se dégradait, etc. Donc ça, j'avais trouvé ça assez violent. C'était il y a déjà longtemps. Hein, mais voilà, ça m'avait du coup donné envie de continuer dans ce questionnement-là. Et du coup, comme j'étais étudiante en anthropologie, j'ai travaillé sur les questions soignants-soignés. Voilà. Et en fait, là, ces derniers temps, en poussant plus loin l'envie de réalisation, c'est des questions qui sont revenues. Et en fait, donc là, je suis en train de terminer un documentaire sonore sur les street medics, donc plutôt sur une parole de gens qui font du soin dans des milieux de lutte. Donc les street medics, c'est ceux qui sont en manifestation, oui, voilà, et qui viennent faire les premiers soins, on va dire, dès qu'il y a un incident. Ouais, exactement, dans le cadre des manifestations. Et du coup, donc avec une parole très politique autour du soin, aussi dans la question d'autogestion du soin. Et c'est vrai que c'est pas forcément une parole que je pensais retrouver au sein de l'institution hospitalière. Et en fait, la rencontre avec Pascal, ça m'a prouvé le contraire. Et du coup, ça m'a donné envie de creuser son parcours et qui elle est. Et peut-être que je vous présente un petit peu Pascal et ensuite je vous montrerai du coup un premier extrait. Donc du coup, Pascal, elle est patiente partenaire. Donc elle a 45 ans, elle est atteinte de sclérose en plaques. Et donc elle est patiente partenaire. Donc les patients partenaires, ou c'est aussi appelé patients experts, c'est des courants où en fait l'idée c'est c'est des courants de patients qui revendiquent le fait d'avoir acquis des connaissances par le fait de vivre leur maladie dans leur corps et qui veulent que ça soit reconnu par le milieu médical. Et en fait, ils veulent aussi que dans leur parcours de soins, leur rôle soit beaucoup plus actif et que leur parole soit plus entendue, en fait, tout simplement, et qu'on leur pose plus de questions, qu'ils aient plus de choix aussi dans les décisions qui sont prises, à la fois dans leur traitement, mais aussi dans l'institution hospitalière. Maintenant, les patients partenaires, il y a des programmes, et le partenariat en santé, il y a des programmes qui se développent, c'est très varié. Et Pascal, elle développe et elle coordonne énormément de programmes sur la Bretagne, pas forcément autour de la sclérose en plaques, mais sur la Bretagne. Et voilà. Et elle, en fait, elle a enfin, je suis désolée, je suis pas très à l'aise. Ouais, bon, ça va. Et du coup, elle a... Tu veux un verre d'eau ? Ouais, je veux bien. Ton verre, ça ? Non. Il y a aussi ce truc qui n'est pas évident. De toute façon, je vous demande aussi de venir présenter des choses là sur des films qui sont
en cours de création, donc forcément on est en train de réfléchir toute cette matière-là, donc c'est pas un truc sur lequel on a une parole qui est évidente, parce que quand on discute à la sortie des salles de cinéma avec les auteurs, les autrices, c'est pas la première fois souvent qu'ils présentent leur projet, surtout dans le cadre de vrai, où des fois les films ont 1 ou 2 ans derrière eux de tournée, donc il y a des discours qui sont déjà un peu plus rodés. Là on est... Oui, donc du coup, Pascal, ce que je voulais dire, c'est que elle a eu son diagnostic il y a 10 ans à l'hôpital de Morlaix. C'est un diagnostic qui s'est très mal passé. Enfin, l'annonce a été assez violente. Ça faisait 6 mois qu'elle avait eu des premiers symptômes. Et elle a eu différents types de maladies qui ont été annoncées avant d'avoir son diagnostic. Donc, dans l'extrait, elle en parle, donc je ne vais pas trop en parler. Mais du coup, c'était aussi une période de vie pour elle, c'était très compliqué. Elle était seule avec ses deux enfants, etc. Et du coup, elle a vraiment rejeté l'arrivée de la maladie dans sa vie. Et du coup, elle a rejeté le fait de soigner pendant presque 1 an. Donc la maladie, du coup, a évolué. Et c'est une émission de radio qui lui a fait découvrir les patients partenaires. Et du coup, quand elle a découvert ce que c'était patients partenaires, elle s'est renseignée et elle a commencé à se former. Il y avait à l'époque une première place de patiente qui était ouverte à l'université de Rennes. Donc elle a intégré ça et en fait en parallèle elle a commencé à se soigner. Enfin c'est vraiment en devenant patient partenaire. En devenant patient partenaire, et du coup là où elle acceptait pas de se faire soigner, là d'un coup ça lui permet en tout cas de rentrer aussi, de reconnecter avec l'institution. Oui c'est ça. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc toi il y a un peu un enjeu dans ton film, ça va être de comment filmer la maladie. Oui. J'ai l'impression. Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu questionnes aujourd'hui dans ta manière d'écrire, de te préparer aussi au tournage. Oui, bah c'est... qu'est-ce que tu montres, qu'est-ce que tu montres ouais, pas c'est ça. Comment je le montre aussi, parce que forcément, moi, il y a quelque chose chez Pascal où je la trouve... Il y a une force et une énergie que je trouve incroyable. Mais elle me dit aussi, la maladie, c'est pas que ça. Enfin, c'est aussi un corps qui s'enferme, une précarité, des couples qui se brisent. Enfin, du coup, elle est aussi assez critique de certains... Enfin, pas que, parce qu'il n'y a pas que ça dans les films, mais elle me parlait aussi des fois de représentation où ça nous rassure aussi de voir des gens qui sont malades mais qui vont gravir le Mont Blanc. Enfin, je caricature, mais... Et finalement, ce qu'elle disait, c'est que c'est pas que ça. Et moi, j'ai pas non plus envie de la montrer que dans quelque chose de l'ordre du pathos, enfin, de la maladie, parce qu'elle est pas non plus là-dedans, et qu'elle a une énergie de vie, et elle met en place énormément de choses. Mais voilà, il y a quand même aussi ce que ça fait dans le corps et tout ça. Et en fait, Pascal, ce qui est passionnant, c'est qu'elle a vraiment un rapport aux soins qui est partout. Donc à la fois, elle essaye de soigner une institution, et en même temps, à côté, elle vit seule dans une maison isolée à la campagne, avec plein d'animaux, des poules, des chiens, des chats, qui sont tous un peu cabossés, c'est que des animaux qu'elle a recueillis, qui ont tous été un peu malmenés par la vie, donc qui demandent aussi beaucoup de soins, parce qu'elle a un chat aveugle, parce qu'elle a un chien qui peut plus trop mobiliser ses pattes arrière. Donc elle a un rapport comme ça aux soins qui va de chez elle à l'institution, mais pour elle-même... beaucoup plus compliqué pour elle-même. Beaucoup plus compliqué de s'apporter du soin. Elle est dans un rapport de repousser ses limites souvent, de ne pas forcément écouter son corps, sa fatigue. Et en fait, tout l'enjeu du film, c'est aussi que là, en ce moment, il y a des rencontres qui font que ça vient faire bouger tout ça. Et il y a un programme d'atelier à l'hôpital de Morlaix qu'elle coordonne sur la sclérose en plaques, spécifiquement pour les personnes nouvellement diagnostiquées. Et ça vient se mettre en place presque 10 ans après l'annonce de son diagnostic dans le même hôpital. Donc il y a aussi quelque chose aussi d'une sorte de... pas de revanche, mais un peu quand même qui est assez chouette, de ce qu'elle a manqué à l'époque, de pouvoir avoir un accompagnement et une parole. En fait, les ateliers en partenariat, c'est des ateliers après qui sont à destination de personnes nouvellement diagnostiquées ou en situation de fragilité. Et c'est des ateliers qui sont co-animés par des patients et des soignants. Et du coup, il y a vraiment cette idée de casser une certaine hiérarchie entre le soignant, le sachant et le patient. Voilà. Mais peut-être qu'on peut regarder le premier extrait pour aussi rencontrer Pascal, puis moi je vais revoir le mot. Période là en ce moment où dès que je relâche un petit peu, dès que j'essaie de me détendre en fait, hein, et j'ai les muscles qui bougent, qui tressaillent. L'autre jour, j'ai donné un coup de pied sous une table sans faire exprès à quelqu'un parce que j'avais la jambe qui est partie direct. Hein. Et ça,
c'est un peu la préoccupation et l'enjeu de l'IRM. J'aimerais idéalement pas qu'il y ait des nouvelles lésions. Et en même temps, je trouve que la maladie, là, elle a un peu progressé et j'aime pas trop ça. Ok. Oui. Vous êtes prête ? Oui, je suis prête. Et j'enlève les lunettes. Je vous laisse vous installer, vous allez mettre la tête au bout, la jambe vers ici. Voilà, les doucement. J'ai eu les épaules. Ouais, pour les épaules on est bon. Donc pour les jambes, soulevez-les, j'ajuste le coussin. Ok. C'est bon aussi? Vous me dites, c'est modulable. Très bien. Dans la main, je vous donne la poids pour m'appeler en cas de besoin. On met le casque sur les oreilles. J'ai la possibilité de vous mettre de la musique. Et vous avez aussi la possibilité de fermer les yeux, c'est vous qui voyez. Donc il y en a pour 15 minutes à peu près. Il faut rester bien immobile. Est-ce que c'est bon pour vous là, madame? On y va? Merci beaucoup. Je vous laisse allonger les bras. Voilà. Et c'est bon. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre taille et votre poids, s'il vous plaît? Merci. IRM compatible. On est presque 6 mois après, donc la première hospitalisation. Et là, on parle de diagnostic, d'un autre diagnostic, sur un rendez-vous complètement anodin. C'est-à-dire que je voyais un neurologue. C'est pas un neurologue que j'avais choisi, c'était un neurologue de l'hôpital. Et ce médecin, sur un rendez-vous qui a duré 12 minutes, pendant lequel il a envoyé 3 SMS, ce médecin m'a annoncé que j'avais une sclérose en plaques et l'a fait en disant « c'est bien ce que je pensais ». Effectivement, là, c'est caractéristique. On voit des plaques, on peut identifier des poussées. Vous en avez fait au moins 2. Il me dit « je vais vous faire une ALD ». ALD, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et il me met devant moi 2 feuilles avec des tableaux, 3 lignes, 3 colonnes. 3 colonnes où il y avait des noms de médicaments, le mode d'administration et les effets secondaires. Et il me dit de choisir un traitement. Il y avait à peu près une quinzaine de possibilités. C'est énorme, 15 possibilités de traitement. Moi, j'ai pas regardé les noms, j'ai pas regardé le mode d'administration. Moi, j'ai vu les mots perte de cheveux, problèmes cutanés, problèmes intestinaux, diarrhée chronique. J'ai vu syndrome dépressif. J'ai vu tous ces mots-là. Et c'était les effets secondaires. J'ai dit au neurologue que j'allais réfléchir. Je n'ai pas pris la feuille des traitements. J'ai pris la fameuse ALD et sur l'ordonnance, j'ai vu que ça voulait dire affection longue durée.
et que ça signifiait que j'étais enregistrée au niveau d'une prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie sur quelque chose de chronique. Quelque chose qui ne se guérissait pas. 12 minutes. Je suis sortie sur le parking prendre ma voiture, j'avais mes enfants à chercher, il faisait super chaud. J'ai pas pu prendre ma voiture tout de suite. Je me suis dit, et je suis trompée. J'ai négocié, j'ai plaidé une erreur médicale parce que je voulais reprendre ma vie tout à fait normalement, travailler tout à fait normalement et que rien ne change. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a pris rendez-vous pour ta rentre. Ok, d'accord. Au revoir. Un petit peu alors. Voilà, comme tu le disais et comme on le lit, moi j'ai pu lire aussi des notes, pas vraiment un dossier qui est envoyé pour le moment, mais un début d'ébauche de travail autour de tout ça. On voit que donc il y a cette femme, et on a aussi une autre. Il y a des ateliers, il y a la création d'une comment ça s'appelle, une conférence gesticulée qui se crée aussi peut-être avec d'autres patients, sa relation aux animaux. Donc j'ai l'impression que la question qui va se poser aussi pour toi, c'est de se dire, ben voilà, on a un truc assez foisonnant. En tout cas, il y a de la vie. Enfin, là, il y a vraiment des gens qui se réunissent, qui font collectif, qui font politique, quoi, autour de la question du soin, autour d'une institution malade. Et du coup, j'ai l'impression que la question pour toi se pose de quelle pudeur tu peux avoir. Là, on a directement ce truc ultra frontal, quoi, comme elle l'a eu, en tout cas son choc aussi à elle, de se retrouver face à l'institution, à son côté froid, blanc. On est dans la science-fiction, là, directement, quand on voit ces images-là, que ce soit les images de ce qui nous montre l'IRM, ou même l'IRM en lui-même, et avec j'adore cet écran de télé, là, quoi, au fond, avec les fonds d'écran. J'ai eu peur à un moment que l'ordi bascule dans les fonds d'écran aussi d'Aurélien. Voilà, ça c'est quoi? Comment tu questionnes ça et comment tu en discutes aussi avec elle et avec les différents protagonistes de ton film? Avec ton entourage, vu que tu es en formation aussi et accompagné par d'autres auteurs-autrices, est-ce que ça c'est un endroit de discussion? Oui, alors il y a plusieurs endroits de discussion, mais il y avait notamment, après, bon, je sais pas si ça va répondre complètement, mais en tout cas il y avait la discussion de savoir est-ce que c'était un portrait ou non, et notamment, et du coup moi j'ai pris le parti, alors d'un truc on verra si sur du long terme ça tient encore, mais de partir d'un récit qui part comme un portrait autour de Pascal, de son lien à ses animaux, de son combat aussi comme patient partenaire avec l'hôpital, etc. Mais au fur et à mesure qu'on avance avec elle, en fait, on va vers un film que je dirais collectif ou un film de bande, parce qu'au fur et à mesure, en fait, elle raccroche des gens. Il y a des gens et nous, on va rencontrer des gens. On va rencontrer Inès, effectivement. Inès qui est aussi patiente partenaire, qui est aussi atteinte de sclérose en plaques. Et en fait, elle est devenue patiente partenaire parce qu'elle a rencontré Pascal. Et Pascal, elle coordonne la mise en place des ateliers spécifiques à la sclérose en plaques à Morlaix, la création de ces ateliers. Mais c'est Inès qui interviendra comme patiente partenaire à l'intérieur, et ça sera la première fois qu'elle intervient dans ce rôle. Et, un passage de relais peut-être dans le film aussi? Oui, il y a une sorte de passage de relais, mais il y a aussi une sorte de... En fait, tout ça, le soin, pour faire soin, on ne peut pas le faire au niveau individuel, en fait. C'est du collectif. Et c'est ce qui se passe à l'hôpital, c'est que de plus en plus, les choses se font de manière isolée. On essaie de séquencer, de compter des actes, et en fait, une relation de soins, elle se fait par la parole, par le temps, par plein de choses qui ne sont pas monnayables, qui ne sont pas rentables. Et en fait, ces ateliers-là, ça vient un peu changer ça, parce que d'un coup, on met des patients et des soignants ensemble, et on leur demande de parler de leur maladie, de comment ils voient une relation à un patient, de confronter aussi de réalités. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'aller vers un film collectif qui embarque des soignantes et des patientes,
parce que c'est que des femmes, donc parce que en fait ça montre aussi, je veux pas catégoriser, il n'y a pas les bons patients d'un côté et les mauvais soignants de l'autre, c'est vraiment aussi recontextualiser que c'est un système en place à l'hôpital qui crée de la violence, et cette violence-là, elle est créée autant pour les patients que pour les soignants. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, prochainement, Pascal et Inès, elles vont former les infirmières qui interviendront sur ce programme-là, sur la sclérose en plaques. Et du coup, c'est aussi comment d'un coup les rôles ils s'inversent un petit peu, et comment tout le monde est d'accord avec ça. Enfin, c'est aussi tout le monde est d'accord. Enfin, tout le monde, enfin même les soignantes en tout cas qui s'engagent dans ces programmes-là, elles ont envie de retrouver du temps, elles ont envie de retrouver des temps de parole, de discussion avec les patientes et de retrouver du sens à leur métier. Il y a aussi cette idée-là. Et du coup, pour moi, c'est ce chemin-là qui est hyper intéressant, c'est de partir d'un récit intime individuel, mais comment à la fin on va être sur quelque chose de beaucoup plus collectif. Et après, d'un point de vue, par contre, d'envie de cinéma, il y a le fait qu'il y a plein de questions qui se posent sur la place de la parole, parce que c'est un enjeu de pouvoir à l'hôpital, qui écoute cette parole, qui peut ne pas l'écouter, qui la refuse, etc. Et du coup, ça, moi, j'ai envie de jouer avec dans le film, pour répondre un peu comment. Et donc, des fois, de montrer des temps d'écoute hyper longs des patientes, parce qu'en fait, on leur laisse pas la parole, et elles sont juste à écouter pendant très longtemps. Ou de couper une parole aussi, parce que les paroles ne sont pas entendues, donc du coup de jouer aussi à couper ces paroles-là, et de ressentir en fait le silence derrière de la violence, de ne pas pouvoir être entendu sur un ressenti, parce qu'il n'y a pas le temps, etc. Et voilà, et tout ça aussi est mis... oui, et pour la question de la conférence gesticulée, c'est ça, c'est que donc Inès, elle est comédienne, et donc elle est en train de créer une conférence gesticulée sur le partenariat en santé avec une infirmière, ce qui moi m'arrange beaucoup parce que comme il y a quand même quelque chose d'assez théorique dans ce film à faire comprendre, sauf que j'ai pas envie de le faire comprendre de manière, il y avait une question de comment le faire comprendre, et en fait là elles sont en train de créer une conférence gesticulée pour sensibiliser les gens au partenariat en santé, pour faire comprendre c'est quoi. Et donc là moi je vais filmer les premiers temps de création, et j'imagine vraiment aussi créer une idée de boîte noire, de théâtre, qui va aussi venir en contraste avec l'hôpital. En tout cas les utiliser aussi en tant que du coup actrice. Là, on sort en tout cas aussi peut-être du documentaire et de travailler avec elle, quoi. Ouais, comment on travaille cette matière-là et comment on parle de soins. Oui, et en fait, on en parle tout le temps parce que Pascal, Pascal, elle m'a confié, elle a toutes les images des IRM que j'ai, elle m'a confié l'ensemble de ces CD-ROM des images depuis 2018, même d'avant. Elle a gardé des choses comme ça, elle m'a dit « Ah, mais j'ai aussi gardé tous mes bracelets des patientes au début où j'étais hospitalisée. » Et du coup, il y a vraiment, on passe beaucoup de temps ensemble, je vais souvent chez elle, on a fait des temps d'entretien très longs aussi. Et il y a vraiment aussi, l'idée c'est aussi de construire le film ensemble, parce que c'est pareil, je leur ai demandé, je dis qu'est-ce qui est important pour vous quand on parle de sclérose en plaques, par exemple, de ce genre de choses. Et donc, effectivement, l'imagerie médicale, je trouve que c'est hyper important qu'elle soit dans le film aussi. Donc voilà, pour l'instant, il y a plein de choses. Et est-ce que je remonte un extrait Non, je ne crois pas avoir le temps. On n'a pas le temps. Parce qu'il est déjà 16h. Ouais. Et je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être on prend peut-être des questions dans la salle aussi. Est-ce que vous avez des questions, une ou deux questions? Ouais, Clément. Du coup, moi, je voulais savoir où t'en étais de ton processus de production du film. Est-ce que tu as un producteur, une productrice? Est-ce que tu as déjà eu des aides? Voilà. Où est-ce que tu en es de ton parcours? Et non, pour l'instant, j'ai rien déposé ni contacté. En fait, là, je vais commencer à avoir un dossier un peu plus solide, où du coup, à la fois d'écriture, je me suis donné un peu le mois de juin en échéance pour le dossier d'écriture, et en me disant qu'en même temps, j'allais pouvoir commencer à contacter des sociétés de production. Mais il y a quand même un enjeu au bout d'un moment de trouver, parce que l'hôpital de Morlaix, ils sont super depuis le début, ils me laissent tout filmer. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me dis, peut-être de me demander. C'est bien en tout cas de voir ça, de cette facilité aussi, même dans une institution, c'est pas évident non plus de filmer l'institution et de cette acceptation-là, mais j'imagine que c'est aussi cette porte d'accès grâce à tes personnages. Oui, et puis parce qu'il y a des personnes à l'intérieur qui sont hyper militantes. En fait, au sein des institutions, il y a aussi des gens qui sont militantes et qui essayent de faire bouger les choses. Et là, au service oncologie, où ça va se passer, du coup, les ateliers, c'est la cadre infirmière, elle part à la retraite à la fin de l'année, et elle veut absolument que les choses soient... elle pousse à fond pour que ça soit en place, en se disant, ça sera en place, et du coup, même la personne qui arrive derrière, ça sera plus difficile d'enlever si c'est déjà en place, quoi. Donc il y a quand même, je trouve que ça fait du bien aussi de voir toute cette énergie-là dans ces lieux-là aussi, quoi.
Bah, merci beaucoup Solène, désolé de pas avoir un peu plus de temps pour parler de ton projet, il y a plein de choses à parler. On va pouvoir passer à Aurélien Blondeau, président de l'Arbre, sur une association collégiale, bravo, co-président. Du coup, tu faisais aussi partie du groupe de programmation pour Vrai de Vrai. Donc c'était aussi un plaisir pour moi de te proposer ça. On avait vu tes images déjà dans un autre film pendant Vrai de Vrai, il y a 2 ans aussi, je crois, pour le film qui n'était pas le tien, Retour à Reims, où toute la séquence, en tout cas une bonne partie de la séquence de fin, peut-être pas toutes les images, toute la séquence de fin du film, du film de Jean-Gabriel Perriot, qui reprend des archives aussi de la télévision et qui arrive aujourd'hui sur l'histoire des luttes actuelles à partir du texte de Didier Ribon. Voilà, il avait repris en tout cas des images à cette occasion-là. Donc on a pu découvrir pour ceux qui étaient là, peut-être en salle. C'est pas ici, c'était à où c'était? Je sais plus. À la Marché Minerie, peut-être. Ouais, bon, peu importe. Du coup, là, tu viens nous... Enfin, tu es en ce moment en train d'avancer sur un film. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu à quelle étape tu es, tout en, voilà, peut-être en te présentant peut-être déjà avant. Ouais. Du coup, moi je suis monteur à la base, donc je travaillais essentiellement pour la télé, voilà, à Paris, et en fait j'ai commencé à faire des films à la faveur, suite à un deuil, suite au décès de mon père, après lequel j'ai hérité d'archives de cinéma ouvrier, en fait. Je me suis retrouvé avec ces pellicules d'archives et je savais pas quoi en faire, et je me suis dit, voilà, j'ai commencé à faire un film à partir de ça. Donc c'était Tisseur de colère, le film précédent que j'ai fait, que j'ai mis pas mal de temps à faire, et puis de fil en aiguille, durant ce film, j'ai rencontré un certain nombre de gens, de personnages, dont un en particulier qui est un des personnages principaux du prochain film. Voilà, en gros. Moi, dans le dernier film, j'ai partie du film de cinéma ouvrier, donc autour du prolétariat, tout ça, et puis dans le film précédent, c'était un peu un parcours dans les luttes sociales moi j'ai ma propre expérience d'un parcours des luttes sociales, et je me suis beaucoup plus en particulier approché d'une forme de sous-prolétariat, quoi, des gens vraiment à la rue, vraiment très précaires. Et donc là, le prochain film, c'est sur une bande de jeunes qui sont tous issus, des jeunes et des moins jeunes, mais essentiellement des vingtenaires. Ouais, alors il y en a un qui a mon âge, donc un des personnages principaux donc ils sont tous issus de l'aide sociale à l'enfance. En gros, ils ont vécu à la rue beaucoup. Et là, le groupe que je filme, ils ont créé un centre social autogéré. Dans une ancienne bâtisse que la mairie de Nantes leur a octroyée. Et dans ce centre social, en fait, ils font beaucoup de récup. Alors, ils récupèrent tout, la nourriture, les vêtements, tous les surplus de la ville qu'ils trouvent. Et donc, on croise dans ce centre social, ils font des grandes braderies. Ils ont un parc devant leur centre social. Et ils font des grandes braderies, des marchés solidaires à prix libre. Et là, on croise un peu tous les migrants, les bifins, le sous-prolétariat local, voilà, tout un peu la marge de la ville. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, en lisant tes écrits, là, toi, tu as un dossier que tu viens d'envoyer, si je dis pas de bêtises, ou que tu vas envoyer à Brouillon d'un rêve repérage, peut-être? C'est ça, ouais. J'ai envoyé ce dossier en début de semaine dernière. Ok. Enfin, en début de semaine. Là. Donc c'est le dossier que j'ai lu, en tout cas quasiment, avec quelques retouches peut-être après. Ouais. Mais on sent très fort dans ton film qu'il y a cette envie, qu'on a ces 3 personnages qu'on va pouvoir peut-être découvrir aussi dans les images que tu nous as ramenées. Mais il y a une envie assez forte, et on le sent, de trouver une manière de filmer aussi la ville. Oui, alors à travers ces personnages et à travers tous ces surplus,
Alors c'est pas des déchets, mais c'est tout ce dont la ville voudrait se débarrasser. Finalement, moi j'appelle ça le refoulé de la ville. En fait, voilà, c'est ce que j'essaie de mettre en scène, un peu le refoulé d'une ville qui, notamment Nantes, qui sur le papier, dans la vitrine, se vend comme une smart city, se vend comme, enfin voilà, il y a tout un projet. Mais en fait, malgré elle, cette ville, bah, oui, elle génère de la misère, elle génère de la précarité, elle génère des déchets, des surplus, et eux le prennent en charge, tout ça. Et c'est comment eux prennent en charge, eux-mêmes refoulés, on va dire, par la vie, par les circonstances, etc., prennent en charge ce refoulé de la ville et essayent de s'impliquer, parce qu'en fait, ils sont... Ouais, ça plus que ils veulent en être, quoi, en fait, de cette ville. C'est-à-dire, ils savent bien qu'ils ne cadrent pas dans le projet de la Smart City. Ils le savent, parce qu'ils ont l'air de vagabonds et tout ça, mais ils veulent en être malgré tout, et ils font tout ce qu'ils peuvent. Et ils s'organisent, en fait. Et ils s'organisent, et voilà. Et je voulais aussi filmer une précarité qui est pas voilà, comme on imagine souvent, quelque chose de tragique, triste, sale, enfin, en tout cas, voilà, je voulais poser un autre regard sur la précarité qui peut être, voilà, ouais, effectivement, c'est des citoyens qui sont là, qui sont hyper investis, qui vivent au cœur de la cité et qui font leur part, quoi. Ouais, mais plus que ça. Ouais, avec très peu de choses, en fait, on peut faire beaucoup, voilà. Donc toi, en bon monteur, tu nous as ramené des images là qui sont mises sur une timeline. Pour t'expliquer ce que c'est. Voilà, pour de multiples raisons. Je n'ai pas eu le temps d'exporter, ni même de calculer, parce que, alors voilà, donc c'est pas étalonné. C'est pas vraiment, c'est même pas du tout, c'est pas étalonné, donc je sais pas si ça va bien vouloir lire. Est-ce que tu veux peut-être en parler un petit peu de ces images? Là, ce que je vais vous montrer... Tu as envoyé en repérage, donc normalement c'est pas vraiment... Voilà, donc ça c'est des images de repérage. Je suis même pas en tournage, vraiment, là c'est des essais que j'ai faits sur le terrain pour voir comment c'est quelques cadrages, commencer à voir comment ça fonctionne. Donc là, c'est les images brutes, comment vous dire? Là, vous voyez, par exemple, normalement, il y a voilà. Normalement, il y a une espèce d'étalonnage comme ça, mais là, on va pas le mettre, parce que sinon, ça va ramer. Voilà, donc on va l'enlever. Mais imaginez-vous avec un peu de couleur. Là, il y a... Ouais. Retenez bien l'étalonnage. Voilà, vous avez retenu l'étalonnage, maintenant j'ai rajouté 5% de contraste, voilà, 10% de... Et là, on est donc là, ce que je vous montre, c'est donc le contexte, hein, donc la maison du peuple dont je vous ai parlé, cette vieille bâtisse qu'on voit un peu à droite. On va parler de la maison du peuple. Ah oui, alors c'est le centre social autogéré, ils l'ont appelé la maison du peuple. Et donc là, il y a un parc, comme je vous disais, devant, dans lequel ils organisent des grandes braderies. Voilà, et là, un peu voilà, les gens du quartier, voilà, c'est un peu toute la rue de Nantes, les gens un peu précaires, des bifins aussi qui passent, enfin, voilà, il y a toute une faune. Donc là, du coup, là, toi, tu as un montage de 20 minutes, on va peut-être regarder une partie, on reste là, de toute façon, nous, assez... Ouais. Je vais passer, quoi. Ça marche. Ouais, j'ai pas monté, c'est vraiment... J'avais pas dérushé, j'avais pas regardé ça. Cet événement aujourd'hui m'a obligé à plonger un peu le nez dans mes rushs. Sachant qu'en plus tu faisais l'atelier toute la semaine et voilà. on a présenté les films hier au mode cause. Je me suis fait beaucoup exploiter par Comptoir du Doc cette semaine. Non, c'était génial d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est pas monté et j'ai plaqué comme ça des rushs et puis je vais passer au fur et à mesure. Donc voilà, pour vous donner des jeux l'ordi. Ouais, et puis je commente éventuellement au... Je précise que tout ça est en autogestion, il n'y a pas d'institution là-dedans. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de filmer l'état d'accumulation de surplus.
Donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. 1 euro, 2 euros, 50 centimes. Pour qu'il porte du vêtement, là. C'est mal, on sera un quart d'heure à un projet. Non? Ouais. Attendez, combien pour porter ça? Je dis, vous donnez ce que vous pouvez. Attendez, est-ce que je propose à la couche 5 pas? 5 euros, oui, tu veux 5 euros. Oui, si vous contactez. Vous pouvez prendre plein de trucs et un lot, comment? Soit des gens qui ont directement l'adresse. On a déjà pris un lot, mais on a déjà pris un lot, mais qu'elle a pris une cagette. Elle va le bon, elle va pas. Non, ça n'est pas. On a toute cette activité aussi de cette maison du peuple où on comprend, comme tu disais, il y a une auto-organisation de gens là sur place. Et Alors, trois là personnes. à gauche, voilà, à gauche, Alice. Alice est une des personnages, donc j'ai 3 personnages essentiels. Alice et Pablo qui sont vingtenaires. Et Rennes, ce que vous allez découvrir ensuite. Ça, c'est des jeunes. J'ai déjà fait de la monnaie, mais je sais pas si ça va. C'est des collègues. Non, il y a 5 l'autre il a donné. Là, j'ai 18 euros. C'est bon. Un ou des trucs. Ah, c'est bon. Non. Merci les gars. Pourquoi? Merci à toi. Ouais, pareil, on fait le café, on fait distribution de bouffe. Je sais, je l'avais dit, je viens. Désolé. Plusieurs fois. Merci beaucoup. Allez. Bonne journée à toi. Bonne journée, c'est bon. À la prochaine. Au revoir. C'est bien pour 2 balles au repas. Ouais, voler. C'est là. On a la farine de pain moisi. Trop bien, on va pouvoir faire du pain moisi. Et c'est 51. Beaucoup de pression de gérer des animaux. De gérer quoi? Des animaux. Ouais. Quel genre d'animaux? Il y a un guetteur là-bas. Ouais. Il y a un guetteur là-bas. Moi, si Rennes, Ces réunions, on va en sorte que ça se passe bien, ça m'a un peu de pression. Ouais, je sais. Du coup, là, je me redétends. Je me suis rendu compte. J'ai la PMA qui n'a pas marché cette semaine. J'ai bien envie ça a de pas me mettre- marché? Non. Arrête. Il a payé. Putain, aussi, pour faire. Allez, Ali. Donc Rennes, c'est le plus âgé. On est sur le nez comme en fait c'est gris. Je pense tous faire On s'arrête un rami dans la salle. Une espèce de trublion vagabond. Moi, il me fait penser à Diogène. À gauche, c'est Pablo, le jeune Pablo, voilà, qui serait le 3e personnage, qui fait du beatbox notamment. Tu vas voir, ça va aller super vite. Comme toujours.
Roger, il fait ça quand ça passe et ça nous fait... Ah, il t'a pas attaché. 2 secondes. Vas-y, faites-moi de les gars, juste 2 secondes. Pablo. Mia, tu tends une oreille? Mia, tu peux tendre une oreille 2 secondes? Dis, tu peux tendre une oreille 2 secondes? On a fait 60. J'ai donné 20 à Isa pour l'essence parce qu'elle fait beaucoup de récup. Je vais donner 20 à Mia pour la cuisine. Et je garde 20 pour les frais de voiture, et etc. Et voilà. Et merci. Tout le monde au courant. Les gangs. Et merci. Voilà, donc c'est vraiment l'autogestion, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de trésorier, il y a pas de, c'est comme ça, quoi, de la main à la main. On s'organise. Donc ça c'est. Et alors ça parle aussi un peu de, on peut dire entre, j'aime pas ce mot-là, mais vivre ensemble, c'est-à-dire c'est intergénérationnel, il y a un peu. Dans un bail, envie d'écrire, j'ai un besoin de parler. J'entends ces politiques me dire de taper, je fais mes stars. Voilà. Tu veux continuer? Il y a d'autres choses qui veulent. Ouais. J'ai des questions après sur toi. Vivre rapidement. Bon, on va passer sur. Il y a beaucoup de choses pour les enfants, il y a beaucoup de jeux, société, il y a beaucoup de... Et là, c'est les affaires scolaires que Pablo est en train de créer. Du coup, on pose ça là, comme ça les gars. Du coup, on pose ça là, comme ça les gosses vont servir. Quoi? Il y a plein de jouets cassés en bas! Avis aux enfants! Hein? Si, je vole partout, je vole le dos, je vole là, je vole là. Donc voilà l'état. On prend pas le temps de plier, hein, faut pas exagérer. Et quoi? Et ensuite, je voulais. Il nous reste 5 minutes. Ok, il faut que je vous montre. Ça, c'est un petit événement, genre le petit événement qu'ils organisent parfois. Donc ça, c'est en ville, hein. C'est toujours au centre-ville. Dans Nantes d'un coup, là. Ouais. On arrive dans le centre-ville de Nantes. Voilà. Alors, tout à l'heure, on était plutôt à la périphérie. Non, c'est aussi dans le centre, enfin, c'est Toulon, c'est un quartier quand même assez central malgré tout. Et là, c'est centre-centre. Et donc là, donc voilà, il y a plein de familles hein, qui viennent. C'est à l'occasion de la trêve hivernale. Voilà, donc il y a beaucoup de familles. Et donc voilà, d'une façon générale, il y a toujours de l'ambiance. Moi j'aime bien. Enfin, je veux dire dans ce sens où c'est toujours assez joyeux. Bon là c'est voilà, repas solidaire. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer? C'est une cantine, voilà, juste là. Déjà merci à notre cantine d'avoir distribué de la nourriture ici ce soir. N'hésitez pas à vous servir, il reste encore un petit peu dans la gamelle il me semble. Là-bas, comme dit Sophie. N'hésitez pas à vous servir au niveau free shop, billetterie, alimentaire, non périssable, enfin tout ce qu'il y a c'est fait pour se servir et en vrai qu'on se le dise, on est tous précaires dans ce monde de merde. Donc en vrai moi je force vraiment les réquisitions, la force populaire, on en est capable et je crois qu'en vrai on n'a plus du tout le choix. Là l'avantage justement là c'est pas d'attendre les prochaines élections, je pense qu'on est tous foutus si on les attend. Donc voilà, pour un petit gros show de la scène, on va avoir un putain de concert solidaire parce qu'on adore la musique et je suis super vulgaire, désolé, mais j'ai la rage. Visualisez la... Voilà pour Alice, et puis quoi? Je vous montre un dernier quand même. Je vous montre Pablo dans ses... Bon, là on passe, il y a des discours avec
Voilà. Mais on fera ce qu'il y a à faire, chacun pour sa gueule, c'est clair. Alors, voilà, je vais juste vous montrer ça. Donc là, c'est des familles qui viennent avec un concert solidaire. Voilà. Et Pablo, donc. Mais on fera ce qu'il y a à faire, chacun pour sa gueule, c'est clair, ça va pas le faire. Vous voulez pas parler, vous savez ça va piquer. Vous voulez que diriger, mais tranquille on a pigé. C'est à se demander pourquoi l'extrême droite monte, hein. Mais je crois que j'ai capté. Sale. Puis juste, j'avais l'idée aussi de les filmer parce que c'est une bande qui se balade dans la rue, quoi. Et en fait, c'est un film sur la rue aussi, beaucoup. Donc je trouve encore la manière de cadrer quand ils sont là. Ouais, enfin, j'ai pas le matériel même nécessaire encore. Donc là, c'est en fait tout ça, c'est des rushs que tu anticipes comme étant un repérage. Voilà, ouais. Bon, voilà, ça. Alors du coup... Et un dernier truc, c'est qu'il y a aussi un peu de street art. Voilà, juste ça. J'arriverai jamais à le récupérer là. Voilà. C'est juste que Alice fait des collages dans les rues de Nantes. Voilà. Donc dans le refoulé, il y a des motifs, il y a des tas de fringues, il y a des surplus et tout, et il y a aussi des mots qui apparaissent comme ça sur les rues. Là, c'est une phrase de Victor Hugo, en l'occurrence, que je peux vous montrer, qui apparaît à la fin. Hop. Ben ouais, mais voilà. Vous avez voté pour le président. Mais du coup, c'est en accéléré, là, c'est pour ça que Donc, Rennes, soit tu le rencontres à quelle occasion? C'est sur le film précédent? Donc, sur le film précédent, ouais, je l'ai rencontré à l'époque, c'était une maison du peuple, déjà à Saint-Nazaire, dont il était fondateur, enfin, un des fondateurs, parce que c'était une maison du peuple de Gilets jaunes. J'avais fait un premier film sur les Gilets jaunes qui s'appelle Il suffira d'un gilet. Et voilà, c'est à cette occasion, je ne l'avais pas spécifiquement filmé là, mais je l'avais rencontré, on est resté en contact, et puis il a continué à monter des maisons du peuple jusqu'à celle-ci, qui est un peu plus officielle, parce que la mairie leur a octroyé ils sont un peu rendus indispensables en fait sur la ville de Nantes, notamment pendant le Covid, où le 115 ne suivait absolument plus, il y avait mais plein de gens à la rue, et ils accueillaient beaucoup, ils faisaient beaucoup d'accueil de famille et tout, et donc voilà, la mairie a fini par les reconnaître. Voilà. Okay. Et du coup, maintenant, ils sont en relation un peu avec la mairie. Là, tu suis une sorte voilà. d'institutionnalisation, peut-être, de ça. Voilà, alors, institutionnalisation. Et donc, voilà, juste la cerise sur le gâteau. Donc, le petit enjeu de la fin, c'est que Rennes, effectivement, et avec toute sa bande, finissent par être assez repérés et fréquentent beaucoup de responsables associatifs, des élus à la mairie. Ils sont repérés, ils vont en mairie négocier aussi des choses. Voilà. Et Rennes s'est mis dernièrement dans la tête de se présenter aux prochaines législatives. Alors voilà, c'est un... Alors, voilà, moi sur le coup, en plus il a un sourire édenté, alors il rit tout le temps, il a un grand sourire édenté. Je lui ai dit quand même, Rennes, un 100 dents à l'Assemblée nationale, t'auras beau porter la cravate, ça va poser problème. Et il s'est fait refaire les dents, ce con, donc voilà. Il y croit, enfin voilà, il est sérieux, quoi. Donc... moi, voilà, c'est un peu une sorte d'enjeu où il va du coup changer de posture en essayant de devenir candidat à cette législative. Voilà, voir si sa posture change, mais bon, lui, il promet qu'il veut rester avec voilà, sa dégaine de vagabond, quoi, et qu'il veut pas changer et tout ça. Juste les dents quand même, les dents. Et voilà, et c'est peut-être voir aussi sa relation aux autres, les autres aussi, peut-être... leur regard va changer, voilà, et que comment voilà, il va se démêler, se débrouiller, louvoyer avec les institutionnels pour arrivera-t-il à être candidat. En tout cas, ça boucle bien avec le projet de Clémence aussi. Tu voilà. Dis, par rapport à tout ce que tu entends là, sur son projet, ouais. est-ce que tu te dis je vais aller voir les télés là, ça va, il n'est pas dans LFI, donc il n'est pas encarté. Non, il n'est pas encarté. Et je veux pas. Moi, c'est pas la campagne qui m'intéresse là pour le coup. Ouais. C'est vraiment plutôt. Voilà, c'est vraiment la rue, c'est... Voilà. Et c'est... Ouais, c'est l'enjeu, c'est-à-dire ça met une forme, oui, de suspense, et ça le met dans une posture aussi où d'un coup,
alors on prend au sérieux. Et au début, en fait, c'est surtout ça, j'ai envie de filmer des gens qu'on pourrait prendre un petit peu pour des gens paumés, des jeunes paumés, un peu à la rue, et qui au fur et à mesure, on se rend compte que, ah, quand même, ils ont un centre social, ah, quand même, ils aident pas mal de gens, ah ouais, quand même, ils font ça, ah ouais, puis carrément, il y en a un qui veut devenir député. Enfin, voilà, et que petit à petit, en fait, il y a comme ça une progression où notre regard change un peu sur ce que c'est qu'en fait, voilà. Mais et du coup, c'est un peu, pour toi, l'idée, c'est aussi de se dire, bah là, on a ces deux endroits de... un peu comme pour les objets, il y a un parallèle qui peut se faire aussi sur l'idée de... On va transformer, on a ça sous la main, voilà les cartes qu'on a, et on va essayer de les jouer d'une certaine manière pour quand même gagner, quoi. Ouais, ah ouais, bien sûr, ouais, parce que bah, concrètement, hein, ils ont un certain poids, entre guillemets, politique dans la ville. Ils servent de caution à pas mal d'élus, parce que voilà, c'est un peu des modèles de l'insertion, quelque part. Mais c'est des modèles d'insertion qui ne veulent pas se laisser insérer comme l'institution le voudrait, donc qui gardent une forme d'indépendance aussi. Enfin voilà, c'est ça que je trouve assez intéressant, quoi. Il y a un esprit assez libertaire dans cette maison du peuple que j'aime bien aussi, et qui vient aussi en paradoxe par rapport à « tiens, t'es libertaire, mais t'es un pirate de la rue, mais quand même tu veux te présenter député ». Et le film s'appelle La voix des miens, parce que lui, voilà, c'est ça son leitmotiv, c'est qu'il veut porter la voix des siens, enfin, c'est-à-dire les gens, la voix des sans-voix, de ceux qui sont à la rue, qu'on n'écoute pas. Et voilà. Ne serait-ce que pour avoir une tribune, et finalement, peu importe s'il est candidat ou pas, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce qu'on va devoir en tout cas bientôt sortir, parce que la prochaine séance est à 16h30. Pour celles et ceux qui n'ont pas leur ticket, il va falloir redescendre en bas, prendre un ticket et remonter. Il y a un ascenseur derrière les escaliers. Wow. Mais est-ce qu'il y a une question peut-être? Bah, en tout cas, moi je voulais dire, j'en aurais plein, mais là, de toute façon on va avoir assez peu de temps. Je suis désolé. Et merci beaucoup à tous les trois de vous être prêtés à ce jeu qui n'est pas forcément simple. Merci beaucoup. Ça donne trop envie en tout cas de voir aussi l'avancement de tout ça et les évolutions. Tout ça, ça donne vraiment trop envie. C'est trop bien aussi d'avoir ça et pas juste des dossiers et juste de l'écrit. Enfin, très souvent aussi on s'attache à... Et là, il y a tellement des trucs où on voit déjà des films qui apparaissent et déjà des choses où tu te dis « Ah, ça peut se rater. » Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous.